Bienvenue au balado Reflet d'elle, un balado unique en son genre, conçu par et pour les femmes francophones de la Colombie-Britannique pour démystifier la réalité d'être une femme francophone dans une province où le français est en minorité. Parcourez le récit inspirant un à un. Bonne écoute! Dans le monde, plus de 280 millions de personnes vivent ailleurs que dans leur pays de naissance. Au Canada, c'est près d'une personne sur 4 qui est née à l'étranger. Mais derrière les chiffres, il y a des valises, des adieux, des silences et parfois une renaissance. Aujourd'hui, vous écoutez Reflet d'elle, partir pour revivre. Et autour de cette table, 4 femmes. Cécile, Émilie, Julie et moi, Anaïs. 4 parcours, 4 départs, 4 façons de partir pour revivre. Parce que partir, ce n'est pas qu'un simple changement d'adresse. C'est une décision, une rupture et parfois un saut dans l'inconnu. Et souvent, ça commence par un mot. Un mot qui résume ce qu'on croyait chercher en partant. Du coup, ma première question pour vous les filles, si vous deviez résumer votre départ en un seul mot, quel serait-il ? Émilie ? Pour moi, je dirais le mot reconstruction, qui inclut propreté et modernité, pour préciser. J'ai quitté la métropole pour les Antilles françaises en 2011. Et après 7 ans là-bas, en septembre 2017, on a vécu le cyclone Irma qui a pas mal ravagé l'île et chamboulé les projets. Donc après un an à reconstruire, à nettoyer, à réparer et surtout tenter de retrouver une vie normale, je dirais, j'ai eu l'opportunité de m'installer en CB et par l'entremise de mon ex-conjoint. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé un appartement tout neuf. J'étais la première locataire, ça c'était chouette. Ça m'a énormément plu, surtout après avoir passé 1 an dans un endroit sinistré. Et ça m'a donné une idée de trouver une nouvelle vie plus saine en fait. J'avais une belle gym en bas de chez moi là, dans le nouveau building, pour entamer justement mon installation nord-américaine avec un peu de clichés quand même. Donc toi, Émilie, ton départ est arrivé après une tempête, au sens propre comme au figuré. Julie, ton histoire est différente. Ton départ, ce n'était pas pour stabiliser quelque chose. Oui, donc le mot qui me vient en tête, c'est vraiment la liberté, parce que me retrouver dans un pays où personne ne me connaît, c'est vraiment une opportunité de rêve pour moi. Étant la benjamine de ma famille, j'avais parfois le sentiment de ne pas avoir ma place au sein de cette famille. Et cette position s'est accompagnée d'injonctions. Elles étaient parfois implicites, mais elles étaient là. Et ça a, d'une certaine manière, façonné mon identité. Mais le problème, c'est que je ne me sentais pas alignée forcément avec cette identité-là. Et parce que pour moi, c'était pas vraiment la mienne, mais c'était plus ce que les autres projetaient sur moi. Et donc, quitter mon pays d'origine, finalement, a été pour moi une opportunité d'aller à ma rencontre. Donc, Julie, ton départ, c'était à la fois une quête de liberté, mais aussi une quête d'identité. Toi aussi, Cécile, tu es partie portée par quelque chose de très fort. Ce n'était pas la liberté, ni l'identité. C'était quoi ? Moi, le mot qui me vient spontanément, c'est l'aventure. Alors, il faut savoir que de base, de toute manière, comme dit ma mère, je suis vraiment quelqu'un qui a la bougeotte. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai pas mal voyagé, ça fait vraiment partie de qui je suis. Mais à ce moment-là, en fait, je m'ennuyais pas mal dans ma vie. J'avais envie, en fait, que quelque chose de fort se passe, qui est vraiment un tournant qui se passe. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de quitter la France. J'avais l'impression qu'en partant, ça allait vraiment donner à ma vie quelque chose d'intense, quelque chose de plus adulte aussi, de plus affirmé, de plus indépendant. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'étais en couple, j'étais amoureuse. Donc l'idée de tout quitter pour suivre l'amour à l'autre bout du monde, ça avait vraiment quelque chose de très romanesque pour moi. Waouh, c'est très film hollywoodien, c'est presque un rêve. Et du coup, ça me fait penser à moi. Et le mot qui me vient en premier, du coup, c'est le rêve. L'Amérique du Nord, ça a toujours été un rêve pour moi. Je me souviens, un des premiers souvenirs de mon enfance, je devais avoir 4 ou 5 ans. J'étais dans le métro parisien avec ma grand-mère, Mamie Champagne. Je
Je la salue si elle nous écoute. Et je lui ai dit, mamie, un jour j'aurai la double nationalité. Je lui ai dit en anglais, donc ça faisait one day I will have dual nationality. Bon, je suis toujours pas américaine et je pense pas que je le serai un jour, mais je suis au Canada et du coup je suis presque nord-américaine. Et pour la petite fille du métro parisien, c'est énorme. En nous écoutant, je me rends compte qu'on est toutes parties avec un élan, un rêve, une envie, une promesse, un besoin. Mais aucun de ces mots ne disait vraiment ce qui nous attendait une fois arrivés. Moi, par exemple, je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais en arrivant, j'ai vite déchanté. Parce qu'au final, obtenir un visa, ça a été l'étape presque la plus facile. Le plus dur, finalement, a vraiment commencé en arrivant à Vancouver, quand il a fallu trouver un appartement et surtout du travail. Et honnêtement, quand j'ai fait mes premières recherches de boulot et que j'ai passé mes premiers entretiens et que j'ai eu droit à cette phrase « Yes, you have 10 or 15 years of experience, but you don't have any Canadian experience. » Et ça m'a fait bizarre, quoi. J'arrivais de France, c'est pas un pays sous-développé. Nos études, quand même, et nos formations, elles sont solides, elles sont exigeantes. Et pourtant, quand je suis arrivée au Canada, j'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux, quoi, que j'étais débutante. Enfin, j'ai vraiment fait un step back, professionnellement, financièrement, identitairement. Et ça, vraiment, ça bouscule l'ego, quoi. Je crois, Julie, que toi aussi, tu as découvert que la réalité est souvent très différente de l'idée qu'on s'en fait avant de partir. Oui, donc moi, je suis surtout partie pour me retrouver, comme j'ai un peu dit un peu plus tôt, parce que les dernières années passées dans mon pays d'origine ont été quand même assez difficiles. Et j'étais en total désalignement avec ma personne. Donc, je pensais qu'en venant ici, j'allais un peu changer du pays, voir autre chose et que ça allait me donner un certain espace pour réfléchir et pour mieux comprendre qui je suis. D'ailleurs, il y a cette citation d'André Gide qui dit que ce n'est que dans l'aventure que certaines personnes réussissent à se reconnaître et à se retrouver. Et c'est exactement ça que j'ai voulu trouver en venant ici, c'est de me retrouver moi. Mais finalement, en arrivant là, je me suis rendu compte que la réalité, c'était beaucoup plus concret que ça. On imagine souvent l'ailleurs comme étant quelque chose de presque paradisiaque, comme si une fois arrivé ici, tout deviendrait plus simple subitement. Mais la vérité, c'est que la vie, elle continue, peu importe où on se trouve. Et il faut trouver un travail, se créer un réseau, faire les courses, ranger, voilà. Et tout ça, ça prend beaucoup de place. Et finalement, il ne reste plus beaucoup de temps pour l'introspection. Merci Julie pour ce partage. Cécile, toi, ton départ était porté par l'aventure et l'amour, mais une fois arrivée, l'expérience a pris une tournure très différente. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, en fait, je pensais partir pour vivre une aventure à deux. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis retrouvée à affronter une épreuve seule. Donc, le mot aventure ne laissait juste rien deviner de la solitude qui allait m'attendre. À la base, moi, je suis arrivée sur Montréal et en fait, mon partenaire, lui, il avait déjà vécu 2 ans au Canada auparavant. Il revenait en tant que résident permanent. Il retrouvait donc un pays qu'il connaissait déjà, des codes de société qu'il avait déjà acquis. Il avait son frère sur place, ses meilleurs amis. À peine il était arrivé, il avait déjà un travail qui l'attendait. Alors que moi, de mon côté, c'était complètement l'inverse. Je devais tout construire de zéro. J'avais jamais vécu à l'étranger de ma vie. Je connaissais rien de la culture nord-américaine et en plus, elle m'attirait pas plus que ça. Fallait que je trouve du travail, que je me crée un cercle social personnel. Enfin bref, tout était à faire, quoi. Et du coup, rapidement, entre lui et moi, il y a eu comme un espèce de décalage, en fait, petit à petit, qui s'est creusé. On se comprenait tout simplement pas dans nos expériences. Et puis, je me suis sentie mise à l'écart régulièrement et le sentiment de solitude, il a commencé à s'intensifier de plus en plus. Ça a fini par créer carrément une anxiété globale et ça a été jusqu'à impacter ma santé physique et mentale. Donc, ça a quand même été très, très bouleversant, en fait, finalement. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que tu as fait le saut de venir dans l'Ouest et de quitter Montréal pour t'installer à Vancouver.
En tout cas, ce que tu décris, Cécile, là, c'est une solitude assez brutale, assez présente. Parfois, la solitude, elle est plus silencieuse, presque invisible. Émilie, chez toi, je crois que tout semblait fonctionner en apparence, mais intérieurement, c'était une autre histoire. Ouais, c'était un peu une autre histoire. C'est vrai qu'intérieurement, c'était quand même vide. Puis ça a duré vraiment pas mal de temps. C'était comme un vide assez silencieux par le décalage, en fait. Extérieurement, tout paraît donc super clean, avec le beau building, simple, logique. J'avais le permis de travail, le travail qui suivait, donc un appartement neuf, une ville qui était bien organisée, donc à la base un contexte plus sain. Mais intérieurement, j'avais un décalage énorme avec comme un bagage invisible, quoi. J'apprenais à sourire, à avancer, à s'installer, mais tout en portant des questions, des fragilités, des peurs qu'on n'a pas envie, puis surtout qu'on ne sait pas expliquer, en fait. Il y a pas mal de choses qui restent à découvrir dans la solitude, et puis ça ne favorise pas la découverte non plus, le manque de repères, d'amis. Ça ne donne pas envie de tout découvrir tout seul, donc ça m'a un peu empêché de faire pas mal de choses. Puis il y a aussi le choc culturel qui a été vraiment immense dès le départ. Se retrouver dans une grande ville sans repères, sans petites habitudes, sans routine, comme vous le disiez là, ça a été assez vertigineux. Donc, lorsque j'étais sur mon île, tout le monde que je connaissais, j'avais parcouru la centaine de kilomètres carrés pendant 7 ans. C'était assez petit, je connaissais vraiment les coins et les recoins. Puis d'un coup, être dans une grande ville à la configuration plutôt rectiligne, rectangulaire, avec des restos et des chaînes de magasins qui sont les mêmes à chaque coin de rue, et le manque de proximité avec les gens, surtout de spontanéité aussi. Et puis de ne pas avoir de gens autour de soi qu'on connaît, avec qui on a créé du lien, ça m'a pas mal perturbé. Ça a perturbé tous mes sens, en fait. Puis le manque d'amis, le manque de liens simples, ça m'a laissé vraiment un vide. Donc même quand tout va bien sur le papier. Merci, Émilie. Je me rends compte en t'écoutant, en nous écoutant, que partir, c'est vraiment pas seulement changer d'adresse. C'est aussi tout ce qu'on a laissé derrière soi pour pouvoir partir. Moi, par exemple, j'ai laissé derrière moi mon passé, mes blessures, mais j'ai surtout laissé derrière moi ma famille, mes proches, mes amis. Et je me souviens encore ce vendredi 13 janvier, quand j'ai dit au revoir à mes neveux ce matin-là, mes neveux et ma nièce, j'ai pleuré. Et je crois que j'ai pleuré toute la durée du voyage jusqu'à Vancouver. Donc 10 heures, c'est long pour pleurer. Parce que partir, ça voulait dire aussi accepter de ne pas les voir grandir. Et je sais pas vous, mais moi, avec ces 9 heures de décalage horaire, je suis jamais alignée avec mes proches. Ils sont à l'apéro quand je me réveille, ou l'inverse, je suis à l'apéro quand ils dorment. Et ça, c'est vraiment, je crois, le plus compliqué à gérer pour moi, le fait qu'on soit jamais en train de faire la même chose au même moment. Et aussi, partir, c'est aussi accepter que on a parlé de quotidien, on a parlé de prendre ses marques, que du coup, certaines personnes, elles ne verront jamais mon nouveau quotidien. Elles ne verront jamais mon immeuble, elles ne verront jamais les rues que je parcours le matin pour aller travailler. Et en fait, elles feront pas partie de ces petits riens qui font notre quotidien. Et ça, c'est vraiment dur. Je crois que c'est vraiment le plus dur pour moi. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai laissé de plus dur. Cécile, je crois que toi aussi, tu as laissé ta famille, mais pas uniquement. Oui, effectivement. En fait, j'ai pas laissé que ma famille, loin de là. En fait, moi, je pense que partir, c'est pas seulement quitter un lieu ou un endroit, c'est qu'on laisse derrière soi une part de son identité et de ses repères. D'ailleurs, personnellement, moi, c'est en vivant ailleurs que j'ai vraiment pris conscience à quel point j'étais profondément française. La distance, ça a juste révélé mon attachement profond à ma culture d'origine, à l'histoire de mon pays et aussi à son art de vivre globalement. À chaque fois que je retourne en France, je suis toujours touchée par l'architecture, la beauté des paysages, la qualité des produits. Et je me rends compte que ça me manque énormément, en fait, dans ma vie. En plus, la culture nord-américaine, elle est vraiment particulièrement différente. Ça, on peut quand même pas le cacher. Donc oui, ça peut être quand même assez confrontant. Et puis évidemment, c'est un petit peu pareil que toi, Anaïs. Moi, bien sûr que mes proches me manquent. Je suis quand même quelqu'un qui fréquentait beaucoup ma famille à ce moment-là.
Je partageais beaucoup de temps avec eux, beaucoup de moments aussi, donc c'est difficile de dire au revoir aussi à ça. J'ai une pensée très particulière, notamment pour ma grand-mère, qui, je sais, ne pourra jamais venir à Vancouver me voir. Donc c'est aussi accepter que on manque aussi du temps passé avec ces proches-là, et des proches qui, malheureusement, en fait, vieillissent et sont peut-être amenés un jour à disparaître. Donc c'est une réalité, en fait, qu'on doit affronter quand on immigre ailleurs. Donc il y a quand même quelque chose de douloureux en fait là-dedans, et on ressent aussi une forme de culpabilité quand on part derrière. Donc quand on part, c'est quand même une forme d'arrachement, qu'on le veuille ou non. Donc non seulement à un pays, non seulement à ses proches, mais aussi à soi-même. Oui, tout à fait, Cécile. Partir, c'est pas uniquement une partie de plaisir. Ça peut être très très douloureux et voilà. Et la douleur, elle peut continuer même des années après qu'on soit parti. Toi, Julie, d'ailleurs, enfin toi aussi, Julie, ton départ t'a emmené très loin de tes racines. Qu'est-ce que tu as eu l'impression de laisser derrière toi ? Oui, tu as raison. En fait, quand on part vers quelque chose, on laisse forcément autre chose derrière soi. Et en venant ici, j'ai tout d'abord laissé mon pays, l'île Maurice. C'est l'endroit où j'ai grandi, entourée par la mer, par le soleil, qui manque cruellement parfois ici, et une richesse culturelle incroyable. Et comme toi, Cécile, c'est seulement en partant que j'ai réalisé à quel point j'avais été chanceuse de vivre dans mon pays. Mais ce qu'on laisse aussi le plus difficilement, ce sont les personnes. Donc, je pense en particulier à mes parents. Et comme tu l'as dit aussi, Cécile, c'est quand même le temps qui passe. Et voilà la difficulté parfois à prendre conscience que nos parents un jour seront amenés à ne plus être là. Et voilà, le temps est limité. Et après, la distance entre le Canada et Maurice est quand même très, très long. Et j'ai pas beaucoup d'opportunités d'aller voir mes parents. Donc, ça me pèse aussi beaucoup. Et par ailleurs, partir, c'est aussi accepter que certains souvenirs se créent sans nous, pour le coup. Et c'est aussi comprendre qu'il y a une Julie d'avant et une Julie d'après. Mais que mes racines, elles, resteront toujours à Maurice. Reflet d'elle. Reflet d'elle. C'est très beau ce que tu dis, Julie, là. Que oui, nos racines, elles restent souvent dans notre pays d'origine. Si partir implique toujours perdre quelque chose, j'ai envie de nous poser la question, mais qu'est-ce qu'on gagne alors ? Donc, Émilie, pourquoi tu restes ? Parce que... Des fois, je me pose la question, mais ce qui me fait rester, ce sont surtout les opportunités professionnelles. Quand j'ai découvert la francophonie ici et toute la diversité, surtout des organismes, ça m'a profondément nourrie et ça m'a clairement aidé à avoir un sentiment d'appartenance aussi et de me créer une communauté finalement. Donc, autant par les opportunités de travail principalement que les connexions humaines que j'ai réussi à me faire au fur et à mesure des années. Le réseau est petit, parfois même un peu trop à Vancouver quand même, mais le bouche-oreille fonctionne énormément. Et puis du coup, ça rend la réputation importante dans le travail, dans les amitiés. Ça facilite les échanges et en même temps, ça ouvre de belles portes parfois. Donc, c'est principalement ça qui me feront rester. Donc, Émilie, toi, c'est plus le réseau, les opportunités professionnelles. Julie, j'ai l'impression que tu as commencé un peu à nous en parler, mais que ce que tu as trouvé ici, c'est quelque chose de plus intime, un peu comme une nouvelle version de toi. Oui, vivre au Canada, ça m'a vraiment poussée à grandir beaucoup plus vite que je l'aurais imaginé, parce que j'ai appris à prendre du recul et à être plus consciente aussi de mes décisions, mais aussi à sortir de ma zone de confort. Par exemple, j'ai toujours eu la frousse de voyager seule,
Et venir ici, ça m'a permis de dépasser cette peur-là. Donc, j'ai pris l'avion, je pense 3 fois toute seule l'année dernière. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est un défi que j'aurais jamais osé franchir si j'étais restée à l'île Maurice. Et professionnellement, ça m'a permis de grandir aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le poste que j'ai de moins en moins le syndrome de l'imposteur. Et je pense que finalement, être venue ici, ça m'a quand même développé au niveau personnel de manière générale. Et tout ça, je pense que ça m'aurait pris sans doute beaucoup plus de temps si j'étais restée dans mon pays d'origine. Alors oui, comme on l'a dit juste avant, partir, ça fait forcément perdre certaines choses, mais j'ai aussi gagné une version de moi-même beaucoup plus confiante et plus épanouie qu'avant. Ce que tu dis, Julie, sur la confiance et la transformation, ça résonne beaucoup avec mon expérience. Pour moi, partir, ça a vraiment été un renouveau, une véritable guérison. Parce que ici, personne ne connaît mon passé, ni mes échecs, ni mes blessures. Et ça, c'est un soulagement. Je suis arrivée ici, en fait, sans l'étiquette que les autres avaient pu me coller quand j'étais en France. Parce que ça fait des années qu'on se connaît et forcément, on a tous une étiquette sur nous. Et je crois que ça, repartir vraiment de zéro, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a vraiment permis de penser certaines blessures qui étaient encore là, bien latentes. Et j'avais vraiment l'impression qu'ici, je peux être qui je veux devenir et pas seulement qui j'ai été. Et ça, vraiment, en termes de bien-être, ça fait du bien. Cécile, j'ai envie de te poser la question maintenant. Si tu regardes ton départ aujourd'hui avec un peu de recul, est-ce que tu utiliserais encore le mot aventure ? Pour le coup, en fait, aujourd'hui, j'emploierais plutôt le mot expérience. Parce que, en fait, dans le mot aventure, il y a vraiment quelque chose de très positif. Forcément, il y a presque un peu de la naïveté, en fait, dans le mot aventure. Alors qu'au final, c'est ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif. C'est plus complexe que ça et plus nuancé que ça. En fait, c'est une expérience de vie. Et dans cette expérience de vie, en fait, j'y ai trouvé parfois des très jolies choses, parfois des choses très difficiles, de l'inattendu, des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai découvert énormément sur moi, sur les autres, sur la vie, en fait, de manière générale. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui m'a profondément transformée. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, que je vais emporter avec moi, quoi qu'il se passe. Donc, j'ai à la fois découvert, des fragilités, des peurs, parfois des limites aussi que j'ignorais aussi sur moi. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai aussi découvert une force. J'ai retrouvé une capacité aussi d'adaptation que je pensais pas en fait être capable d'avoir, et aussi une résilience en fait que je pensais être complètement insoupçonnée. Ouais. Oui, je crois effectivement que pour pouvoir partir et pour pouvoir recommencer à zéro dans un nouveau pays, il faut vraiment faire preuve de résilience. Pour conclure, je voudrais, j'ai l'impression que du coup partir, ça nous pousse forcément à parler de chez soi. On a beaucoup parlé aujourd'hui de qu'on est parti loin de chez nous, qu'on n'était plus vraiment chez nous. Mais au fond, est-ce que chez soi, c'est un lieu ou est-ce que c'est un moment ? Et voilà, du coup, c'est ma dernière question un peu, c'est à partir du quel moment, en fait, on se sent chez soi ailleurs que dans son pays d'origine ? Ouais, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai vécu 2 ans sur Montréal, puis là, ça fait 1 an et demi que je suis sur Vancouver. Donc, dire se sentir chez soi, c'est quand même un peu... ça reste complexe de parler de ça. Je pense que c'est avant tout une histoire de temps. Tout simplement, c'est en fait combien de temps on reste dans un endroit, parce que plus on passe du temps, plus on devient familier avec l'environnement. On commence à y tisser des relations, que ce soit professionnelles, personnelles. On commence aussi à se créer des petites habitudes au quotidien, donc savoir, je sais pas, les cafés qu'on aime, les boulangeries où on va, les bars dans lesquels on aime boire des verres, les places où on va passer du temps avec ses amis, etc. Et en fait, on se crée comme un espèce de petit quotidien avec des habitudes confortables, et c'est ça en fait qui crée ce sentiment de se sentir chez soi.
Après, moi, personnellement, au-delà de ça, de est-ce que je me sens chez moi, la question plus largement, c'est est-ce que je me sens vraiment à ma place ? Et ça, c'est une autre question pour le coup. C'est carrément un autre débat qu'on pourrait ouvrir. Mais c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe profondément en ce moment. Oui. Ouais, je crois que la question d'être à sa place, ça pourrait faire même l'objet d'un autre épisode. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait Julie à un moment donné sur le syndrome de l'imposteur. Du coup, toi, Julie, qu'est-ce qui te fait te sentir chez toi ? Oui, alors je pense que je rejoins un peu Cécile, c'est-à-dire que moi je me suis sentie chez moi le jour où je n'avais plus l'impression d'être perdue dans les petites choses du quotidien. Donc par exemple, c'est quand j'ai commencé à comprendre les transports, à connaître les bons endroits pour prendre un café, les supermarchés, les centres commerciaux, etc. Donc ce sont des choses qui restent quand même très simples, mais ce sont des choses qui donnent des repères. Et petit à petit, on se sent moins étrangère à l'endroit où l'on vit et on se sent un peu plus chez soi au final. Et un autre moment où ce sentiment d'être chez moi revient très fort, c'est quand je marche au bord de l'eau. Ce n'est pas la mer turquoise ni le sable blanc de l'île Maurice. La mer est aussi très froide. Mais voilà, pendant quelques instants, j'ai quand même l'impression d'être un peu rentrée à la maison. Et toi, Émilie, je crois que c'est le temps aussi, comme ce que disait Julie, qui t'a fait te sentir chez toi. Ouais, ça a mis un petit temps quand même. Je me suis vraiment sentie chez moi, en fait, vraiment après 3 ans. Au moment où j'ai commencé vraiment à m'ancrer profondément, mais le vrai tournant, ça a été mes démarches d'immigration. Quand elles se sont vraiment finalisées, là, j'ai senti un apaisement, un vrai soulagement et une liberté, en fait, de cette cage dorée dans laquelle j'étais pendant quelques années. Et je suis arrivée juste avant Covid, donc ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais ouais, je me suis vraiment sentie chez moi à ce moment-là. Puis avec l'entourage autour aussi, au bout d'un moment, j'ai réussi à me faire une belle brochette d'amis qui ont commencé à compter. Puis ils sont souvent d'ailleurs tous francophones pour la plupart et donc ils ont eu des parcours similaires. Donc ça change vraiment tout aussi de se sentir compris, reconnu dans son vécu, dans son partage d'expérience. Ça m'a aidé beaucoup pour moi et ça me rapproche d'eux et ça aussi, comme ça, je crois qu'on finit par se sentir vraiment chez soi. Mais en fait, je trouve que c'est assez marrant finalement, et plutôt vraiment contradictoire parce que on s'en va loin de chez soi pour quelque importe raison, et on se rend compte aussi qu'on se sent vraiment à la maison quand on est autour de gens qui ont des vécus similaires, quoi. Ouais, je pense que oui, t'as raison. On a besoin des fois on part loin de chez soi, mais on rencontre du monde qui nous ressemble. Moi, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me faisait me sentir chez moi, pas chez toi, chez moi, c'est pas forcément le temps qui m'a fait me sentir chez moi à Vancouver, mais c'est plutôt vraiment, c'est mon entourage. Et ça fait longtemps que pour moi, ce qui me fait me sentir chez moi, c'est le fait que je suis ici avec mon amoureux et maintenant ma fille. Et parce que finalement, pour moi, chez moi, c'est pas un lieu, c'est plutôt vraiment là où je me sens bien. Et en tout cas, pour moi, home is where the heart is. Voilà. Je vous remercie, Émilie, Julie, Cécile. En tout cas, moi, après avoir entendu toutes vos histoires, je me dis qu'on ne part pas forcément parce qu'on est à la recherche d'un lieu. On part parce qu'on est à la recherche d'une expérience. On part aussi pour se donner une chance, des chances de devenir la personne qu'on n'osait peut-être pas encore être. Et je trouve ça très beau. Donc, je dirais à tous ceux qui hésitent à partir, partez. Ça vous apportera forcément quelque chose de bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté Partir pour revivre. Vous écoutiez Reflet d'elle, un balado produit par Réseau Femmes Colombie-Britannique et conçu à 100% par et pour les femmes francophones de notre province. Nous remercions l'appui essentiel du gouvernement du Canada qui nous a permis de réunir ces récits de femmes en une grande fresque audio. Nous remercions par ailleurs Véronique Trudel pour sa précieuse contribution musicale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec une personne qui l'appréciera à son tour.